Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso ? Faire des choix en conscience ? Les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes équilibristes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisodes en même temps. Vous savez, c'est les épisodes où je suis seule derrière le micro. Et j'avais envie d'en faire un. J'avais envie d'en faire un sur une tribune que j'ai écrite pour Welcome to the Jungle il y a quelques mois. Alors, vous le savez, ce qui nous intéresse dans les équilibristes, c'est cette question de l'équilibre des temps de vie au sens large. Ce que ça veut dire pour vous, comment on peut la nourrir, cette sensation d'équilibre que je trouve beaucoup plus intéressante que l'équilibre en soi. Comment on peut faire de la place à ce qui compte pour soi. Et en mai dernier, j'ai écrit une tribune pour Welcome to the Jungle qui a été inspirée par un article que j'ai lu dans Le Monde et qui mettait un mot sur un concept que je connaissais, parce que je le vivais, mais que je ne nommais pas. Et ce concept, c'est le micro-travail. Le micro-travail, vous savez, c'est le fait d'insérer des plages de travail dans des tout petits moments de la journée, donc sur des temps un peu morts, entre 2 choses, entre 2 tâches, entre 2 activités. Donc c'est quand vous êtes à l'arrêt de bus ou dans le métro, quand vous attendez un rendez-vous, quand vous êtes en train d'attendre aussi votre enfant pendant son activité. C'est ce genre de choses. C'est le fait d'insérer le travail dans des interstices de la journée. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai pas mal expérimenté depuis la rentrée. Je vous en parlerai aussi. Mais pour cet épisode, j'avais d'abord envie de vous lire cette fameuse tribune parce que ça va... Souvent, quand j'écris une tribune, j'ai 1000 autres choses à raconter. Et cet épisode, c'est un peu le support pour vous raconter ces autres choses et mettre un peu en perspective ce que j'ai pu dire dans la tribune et le nourrir aussi d'autres expériences avec des clients qui ont pu se passer après. La tribune s'appelle « Micro-travail ». Non, bosser dans le métro ou chez le médecin n'est pas une bonne idée. Ces derniers temps, dans les ateliers que j'anime pour des entreprises sur les sujets de l'équilibre des temps de vie, j'ai beaucoup entendu ce genre de phrase. En dehors du bureau, je jette régulièrement un œil à mes mails pro pour répondre aux urgences, chez moi ou même dans la rue. Témoignage régulièrement suivi d'un « c'est super pratique, je peux avancer de n'importe où » ou au contraire d'un « je déteste ça mais je suis obligée ». Toujours des avis très forts, très tranchés. Et voilà que je tombe sur un article sur le micro-travail, ou le fait d'utiliser chaque moment libre de la journée pour travailler. Les quelques minutes de métro ou de taxi, la salle d'attente du médecin. Autrement dit, l'invasion du professionnel partout et tout le temps, dans le moindre interstice de nos journées, largement propulsé par les smartphones, peut-être pas si smart. Sauf que le micro-travail, comme l'explique très bien cet article, a quelque chose de sournois. Sur le moment, on se réjouit de gagner du temps sur son travail, mais à la longue, on écrase notre créativité et on développe notre stress. Gare donc à l'effet boomerang. Une logique de rentabilité poussée à l'extrême. Micro-travailler, ça revient à essorer chaque journée de toutes les minutes disponibles, chercher à rendre productif chaque instant. Pourquoi on fait ça ? Bien souvent avec la meilleure des intentions. Prendre de l'avance sur le lendemain en traitant les mails auxquels on peut répondre rapidement. Traiter les urgences, entre guillemets, arrivées par divers canaux, mail, fil, WhatsApp, Slack, SMS. Dépanner un collègue ou son boss qui a besoin d'une réponse pour pouvoir avancer sur ses propres dossiers. Mais ne nous leurrons pas. Il y a aussi d'autres motivations à nos poussées de micro-travail. Montrer sa grande disponibilité à la hiérarchie, parce que c'est encore très valorisé, quoi qu'on en dise. Nourrir l'image du ou de la professionnelle à responsabilité, donc indispensable et qui n'a pas 1 minute à perdre. Et alimenter ce sentiment de puissance à réussir à tout gérer de front, entre guillemets, telle une Shiva des temps modernes. Et avouez que vous le ressentez aussi parfois. S'il fallait prendre une métaphore, ce serait celle d'un virus qui s'immisce dans toutes les failles d'un système, ne laissant plus aucun espace libre.
Virus, c'est un peu fort et c'est connoté négativement à dessein. Je repense souvent à ma conversation avec Christophe André, le célèbre psychiatre, dans le cadre du lab de Welcome to the Jungle. Quand je lui ai demandé ce que lui évoquait la notion d'équilibre vie pro-vie perso, sa réponse a fusé. Les écrans. Au début, j'étais pas sûre d'avoir bien entendu, et il a précisé. Ce sont eux les grands outils diaboliques de cette confusion vie pro-vie perso. Imaginez s'il n'y avait pas d'ordinateur, pas de SMS, pas de mail. Une fois que vous partez du bureau, votre travail s'arrête automatiquement. Ce sont bien nos outils digitaux qui permettent cette porosité. Une porosité délétère pour nos niveaux de stress et d'anxiété, faut-il le rappeler. Micro-travail, micro-détente ? Le micro-travail, c'est donc la chasse au temps perdu, au temps mort. Mais comment on décide de ce qui est perdu ou mort ? Au risque que ce discours sonne un peu bisounours, il y a une grande tristesse à passer à côté de ce qu'on peut observer ou découvrir quand on accepte le mou dans sa journée. Le temps mort est sacrément vivant en réalité. C'est dans les interstices, dans les temps d'entre-deux, d'attente, qu'on peut lever le nez et observer. S'étonner. Discuter. Il est désormais bien documenté que c'est comme ça que viennent les idées, que les problèmes se résolvent, que les solutions se trouvent. Quand je suis à Paris, mon grand plaisir dans le métro, après avoir pris la décision de lutter contre l'envie de dégainer mon téléphone, on y reviendra, c'est d'observer les publicités qui courent sur les murs. Elles en disent long sur les aspirations et les modes de vie des Parisiens. J'en tire toujours des idées, des surprises, de la curiosité. Mais au-delà de nous amputer de notre créativité, le micro-travail reflète aussi une volonté de ne pas choisir, de ne pas trancher, et alimente notre illusion moderne collective que tout peut rentrer dans nos agendas sursollicités, si seulement on est assez organisé. Quitte à sortir le chausse-pied plutôt que de réellement prioriser. Plus facile de tout concilier quand on peut annoter une présentation tout en encourageant son enfant au judo ? Pas du tout. On n'est en réalité ni en train de travailler, ni vraiment présent pour son enfant. Entre le micro-travail et le multitâche, il n'y a qu'un cheveu. Et Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche à l'INSERM, nous rappelle qu'on ne peut pas réaliser correctement et en même temps 2 tâches qui demandent de la concentration. Résister à la tentation. Vous l'aurez compris, je suis de celles qui pensent qu'il faut résister à cette tentation. J'ai peu l'habitude d'employer le « il faut », mais là, c'est pas tant une opinion qu'une invitation à être vraiment prudent quand on a recours au micro-travail. C'est toujours fou de voir à quel point on peut oublier la base. Comment nos corps, nos cerveaux, notre énergie fonctionnent. À quel point on n'est pas fait pour micro-travailler. Le cortisol, hormone du stress, nous donne l'illusion de puissance et d'efficacité et cette impression de surfer plus vite que la vague, qui finit pourtant toujours par nous rattraper. Et là aussi, je repense à ce que Christophe André partageait dans notre conversation sur l'impact de répondre à des coups de fil professionnels pendant le repas de ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir intentionnellement ? Premièrement, parce que le vecteur du micro-travail, c'est bien souvent le smartphone, on peut commencer par s'imposer un temps de pause avant de le dégainer. Quand on sent l'envie, l'urgence même, on marque une pause et on se demande « Ai-je vraiment besoin de sortir mon téléphone ? Ai-je vraiment besoin de travailler ? Ou suis-je en train de céder à un réflexe, à de l'ennui, à une angoisse ?» Des applications peuvent vous aider. Ensuite, dans la continuité de l'idée du dessus, on peut imaginer une expérience sur 1 ou 2 semaines où on s'interdirait de micro-travailler. En supprimant les applications de messagerie instantanée, par exemple, en désactivant les mails du bureau. À la fin, il s'agirait de dresser un bilan. Est-ce que j'ai pris du retard sur mes dossiers ? Est-ce que j'ai mis des collègues en difficulté ? Et surtout, comment je me sens ? Ai-je la sensation de me concentrer davantage au travail et de profiter davantage des moments où je ne travaille pas ? Il y a fort à parier que oui. Enfin, et c'est presque le plus important, il s'agit de s'emparer du sujet au niveau collectif, dans son équipe de travail par exemple. On résiste mieux à plusieurs et on change mieux les comportements et habitudes que l'on nomme. On peut imaginer provoquer une conversation à l'occasion d'un point d'équipe, partager comment on vit le micro-travail, l'éventuelle pression des pairs à répondre. Pour avoir déjà eu ce type de conversation avec des équipes, c'est impressionnant de voir la pression retomber rapidement et les comportements évoluer. Alors, qu'allez-vous tester ? Comme souvent dans ces questions de frontières entre le pro et le perso, il y a des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives. À vous de définir ce qui fonctionne pour vous, au groupe de permettre sa réalisation. Ça, c'était la tribune. Et il y a plein de points sur lesquels j'aimerais revenir, parce que toute cette réflexion, alors déjà, c'est quelque chose que j'aime relire régulièrement pour me le rappeler à moi, parce que ces habitudes-là, elles sont malmenées par le bain culturel et sociétal dans lequel on est. Donc j'ai moi aussi besoin de me les rappeler régulièrement. Et j'ai vécu plein d'événements, de
d'ateliers, de conférences récemment avec des équipes qui m'ont inspiré aussi d'autres choses. J'ai des typologies de clients très variées. Ça va de personnes qui gèrent des vraies urgences, ce que j'appelle des vraies urgences, c'est-à-dire que la vie d'autres personnes dépend de leur temps, dépend de leur disponibilité. Et des personnes qui pourraient facilement dire, vous savez ce qu'on dit parfois quand on veut relativiser, oh ça va, on sauve pas des vies. Donc j'accompagne aussi plein de gens qui ne sauvent pas des vies. Mais je suis toujours frappée de voir à quel point la perception de l'urgence, elle, est la même chez tous. On n'a pas d'espèce de granularité dans vraiment cette question de l'urgence. Elle est hautement personnelle et elle est très... c'est quelque chose qu'on perçoit et qui vient toucher des réflexes archaïques. La notion de prise de recul et de priorisation, elle est plus importante que jamais. Elle ne s'aborde efficacement, à mon sens, qu'au niveau de l'équipe. Parce que c'est très difficile de lutter seul quand on a pris conscience de certaines choses, quand on voit les comportements qui, finalement, ne servent pas les intérêts de l'équipe pour mener à bien les missions fondamentales qu'on s'est données. Donc ce sujet de qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui relève de l'urgence ou pas, c'est une conversation qu'il faut impérativement avoir en équipe. Là, dans mes dernières conversations récentes avec des coachés, une question qui revient tout le temps, c'est il faut que j'apprenne à gérer mieux mon temps. Ben oui et non. Dans la gestion du temps, il y a la question de la priorité aussi. Et donc, croire que le micro-travail est une solution pérenne pour faire rentrer plus de choses que ne rentrent réellement dans un agenda, c'est se leurrer. Et c'est s'épuiser à long terme. Donc il y a une vraie question à se poser pour soi et ensuite en équipe. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est cette notion de task switching, le fait de changer de tâche. Ces effets très très délétères. On le sait, vous avez dû l'entendre, il y a plein d'études qui montrent ça et on a cette chance que le domaine des neurosciences se développe et qu'on sache beaucoup de choses aujourd'hui. Et moi, j'expérimente plein de choses à titre personnel depuis la rentrée, notamment par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à l'organisation de mon temps. J'ai lu cet été le livre Deep Work de Cal Newport. C'est le même titre en français. Et le sous-titre, c'est « Retrouver la concentration dans un monde de distraction ». J'ai lu ce livre cet été et je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un livre qui est autant dans l'explication scientifique des choses, ce qui, moi, me plaît toujours et devrait certainement vous plaire, et dans le concret, dans l'action, dans qu'est-ce qu'on peut faire. Et depuis que j'ai lu ce livre, je me pose régulièrement cette question de dans mon organisation, dans ma façon de gérer les tâches que j'ai à faire, l'enchaînement des choses, l'organisation de mes journées, qu'est-ce qui va permettre à mon cerveau de dépenser le moins d'énergie ? Qu'est-ce qui va ne pas épuiser ses ressources et aller finalement à contre-courant de son mode de fonctionnement ? Et donc, il y a des choses simples, et je vous encourage vraiment à lire le livre, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais par exemple, regrouper des tâches par typologie. Par exemple, vous le savez, on dit, ce conseil vous avez entendu 50 fois, mais de traiter ses mails en une fois, puis ensuite de fermer la boîte mail. On peut même aller plus loin en disant on traite le même type de mail. On batch, en quelque sorte, les emails par type d'email pour que le cerveau se dise je suis dans telle typologie de tâche, je suis en train de traiter tel type d'information et je dois donner tel type de réponse. Et c'est beaucoup moins énergivore et on se sent à la fin de la journée dans un bien autre état que si on n'a pas cette réflexion-là de l'organisation de ces tâches par rapport aux ressources dont on dispose. Donc, par rapport au micro-travail, le micro-travail, ce n'est que ça, ce n'est que du task switching, c'est-à-dire on saute d'un mail à une présentation, à un bonjour docteur, à un oui, j'ai bien acheté les chaussons de danse qu'il faut pour ma fille, ah tiens, coucou chérie, c'est super ce que tu fais. Bref, on est incapable de faire ça en réalité. Donc on déploie une énergie colossale et on s'épuise. Et ça m'amène au dernier point que je voulais ramener ici. L'avant-dernier point, on va dire. J'ai animé il n'y a pas longtemps plusieurs conférences et ateliers dans lesquels je suis revenue sur l'historique de cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. Elle est très récente et c'est passionnant. Mais ça remet aussi les choses en perspective sur à quel point tout ça est nouveau. Je me souviens avoir à plusieurs reprises évoqué cette question que j'évoque régulièrement avec des amis. J'ai des amis dont l'entourage leur dit « Oh, mais ça va, de quoi tu te plains ? Nous, à notre époque, on gérait bien nos enfants et notre carrière et on n'en faisait pas tout un fromage, comme vous, comme votre génération. » Sauf que nous, aujourd'hui, on est dans un monde bien différent. Avec toutes ces sollicitations, avec toutes ces notifications qui arrivent dans tous les sens, tous ces canaux d'information, cette information infinie, tout semble infini.
Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très... ça va totalement à l'encontre de ce qui rassure notre mental, notre cerveau. Et donc, il faut s'en préoccuper, il faut se poser la question de comment tout ça agit sur mon niveau de fatigue à la fin de la journée. C'est pas que le stress inhérent au travail et la somme des tâches à faire pour le travail, c'est aussi toute cette espèce de magma de choses qu'il y a autour sur laquelle on a une responsabilité de reprendre la main. Vraiment. Enfin, juste rappeler une chose, les smartphones, ça date de 2007. C'est extrêmement récent. Et avant ça, on vivait quand même sacrément différemment. Voilà, donc juste remettre aussi en perspective et se dire que tout ça est nouveau et que donc c'est bien normal aussi qu'on soit encore un peu à tâtonner et à essayer de trouver déjà d'identifier assez clairement les problèmes que ça pose et ensuite de pouvoir y trouver des solutions, des remèdes qu'on est en train de tester autant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif. Et la dernière chose, c'était une invitation, un vœu que je vous propose autant que je me le propose et que je me le rappelle régulièrement, c'est de lever le nez. De faire des pauses, de pas attendre d'être épuisé, irritable, en conflit avec tout le monde parce qu'il n'y a plus rien qui passe, de le faire avant, de le faire quand ça va, de lever le nez pour remarquer, pour observer, pour s'interroger, pour poser des questions, de faire des pauses pour respirer, pour se nourrir autrement. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite et pour prévenir les embouteillages au niveau de l'attention, au niveau de l'énergie et au niveau du temps. Voilà. Qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Le micro-travail, vous avez l'habitude d'en faire un peu, beaucoup ? Vous avez l'impression que ça vous sert ? Parce que c'est très possible que vous pensiez que ça vous permet d'avancer. C'est fort possible que ce soit comme ça que vous viviez les choses, que ce que je raconte là ne vous parle pas tout à fait. Mais ça m'intéresse beaucoup de savoir vos pratiques, ce que vous adoptez et ce que vous essayez de mettre en place par rapport au constat que vous faites sur vos niveaux d'énergie et votre sensation d'équilibre. Venez partager tous vos vécus, vos analyses sur LinkedIn. Vous me trouverez sur mon compte personnel Sandra Fiodo ou bien sur la page de ma société Conscious Cultures ou bien sur le site Les Équilibristes, www.leséquilibristes.com. Sous l'épisode, il y a une partie commentaires. N'hésitez pas à venir amener vos idées, vos vécus, vos analyses. C'est toujours passionnant de provoquer des débats sur tous ces sujets-là. Tous les liens des ouvrages, des articles, des épisodes aussi que j'ai mentionnés dans cet épisode-ci sont dans les notes que vous trouverez sous l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Il y a plein de liens que vous pouvez cliquer pour aller voir tout ça, ainsi que le lien vers les autres tribunes que j'ai écrites pour Welcome to the Jungle. Ce sont toujours des occasions de creuser des sujets sur ce vaste sujet qui est l'équilibre des temps de vie, que j'adore explorer avec vous. À très bientôt. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.conscious-culture-au-pluriel.com consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode.